Écoutez, je vous remercie de votre présence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers amis, le titre de cette conférence est Pourquoi de la philosophie en temps de détresse? L'événement, la première partie de la formule est une expression de Rilke qui a été reprise et rendue encore plus célèbre par un texte de Heidegger, Pourquoi des poètes en temps de détresse? Que nous soyons en temps de détresse, cela se repère à de nombreux indices dont les médias nous rabattent les oreilles. Il fait trop chaud, il fait trop froid, du chômage, de la guerre, des migrations, etc. Mais en fait, l'indice le plus clair de ce temps de détresse, c'est la parole publique. La parole publique qui est d'autant moins une parole qu'elle est plus publique, si je puis m'exprimer ainsi. Cette détresse-là est si visible que nous comprenons très bien aujourd'hui qu'elle menace la vie, la forme démocratique de la vie publique. À savoir que, comme on dit, le discours politique est inaudible. C'est-à-dire personne, tout le monde comprend très bien ce qui est dit et personne ne croit que ça a un sens. Et donc il est impossible de donner son adhésion puisque on sait que ça ne veut rien dire, que c'est parfois choisi précisément pour ne rien dire. Une campagne électorale est toujours faite sur la capacité à maintenir l'ambiguïté de ce qu'on veut faire le plus longtemps possible. Donc, ne rien dire est devenu le mode normal de la communication politique. Alors, je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur le fait que nous sommes dans une détresse parce que parler sans rien dire, c'est justement ce qu'il faut faire. On peut développer ce paradoxe en disant d'abord que on fait l'expérience d'une parole que l'on entend ou que l'on dit soi-même, ça ne fait pas de différence, où l'on cherche à parler de telle façon que ce que l'on dit peut être prévu par celui qui l'écoute. Et vous remarquerez dans les débats ou, si vous avez de mauvaises lectures, dans les pages de débat des grands quotidiens, vous voyez le titre de l'article. Le nom et les fonctions de celui qui le dit, il y a 2 extraits qui sont mis en capitale. Vous n'avez même pas à lire le texte pour savoir ce qu'il va dire. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parle, le contexte vous dit exactement ce qui va être dit, en sorte qu'on peut toujours prévoir où il veut en venir. Et on le prévoit parce que son but, c'est de ne dire qu'une seule chose, que tout le monde comprenne, qu'il n'ait pas besoin de la dire précisément et qu'il tienne son rôle. Donc, il y a une façon de parler, et c'est pour ça que, à la question qu'on me pose de temps en temps, pourquoi ne l'écrivez-vous pas plus dans les journaux et n'êtes-vous pas plus souvent dans les médias télévisuels ou de radio? Ma réponse est que j'y suis déjà beaucoup trop, à mon goût, et que c'est un endroit où précisément on fait l'expérience qu'on ne peut rien dire. C'est-à-dire le journaliste qui vous fait parler, la chaîne ou l'émission dans laquelle vous êtes, vous dicte d'une certaine manière ce que vous allez pouvoir dire. Vous savez que vous ne pourrez parler que peu de temps, il ne faut pas faire un tunnel, vous avez donc 15 secondes, 30 secondes pour donner un argument. En 30 secondes, on ne peut pas donner un argument rationnel, surtout s'il surprend le public. Donc vous ne pouvez pas,
parler. Vous êtes là pour dire une chose pour laquelle vous avez été choisi, parce que vous êtes programmé, un tel, sa spécialité, son domaine, c'est ça, on l'invite, sous-entendu, pour qu'il dise exactement ce que nous attendons qu'il dise. Donc, il y a une première forme de détresse de la parole qui est qu'on parle de telle façon que chacun peut prévoir ce qui va être dit. Alors, ceci conduit, évidemment, à donner à la parole un style, préconditionné. En fait, on dit toujours ce qu'on est censé dire dans les contextes et avec l'identité que l'on a. Alors, l'autre fonction, ça n'est pas de parler de telle façon que l'auditeur puisse prévoir ce que vous allez dire, c'est parler sans permettre de prévoir. Alors, c'est une deuxième caractéristique des interventions publiques, des experts, des intellectuels, des, entre guillemets, philosophes, etc., autoproclamés dans les médias, c'est que les experts en particulier sont ceux qui, un, sont censés connaître très bien le sujet, et deux, qui sont invités parce qu'ils ne donneront pas de réponse. C'est-à-dire que le commentaire de presse est toujours basé sur le principe qu'on ne peut pas savoir et on ne peut pas prévoir. C'est tout à fait étrange. On peut prévoir ce que celui qui parle va dire, et pensez à vous avez en tête sûrement déjà des exemples. Mais l'expert est celui, et le journaliste et le commentateur de l'actualité, c'est celui, et c'est pour ça qu'il n'a pas de science et qu'au mieux c'est un discours idéologique, c'est celui qui ne peut pas prévoir. Il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que l'autorité politique la plus influente est toujours basée sur l'économie. C'est le meilleur économiste qui gagne. Les problèmes sont toujours des problèmes économiques. Et donc, on gouverne en ayant les yeux rivés sur les indicateurs économiques. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'économie n'est pas une science. Elle n'est pas une science. Je n'ai aucune raison de polémiquer contre l'économie et les économistes que je vénère, naturellement. Mais le propre d'une science, depuis toujours, c'est sa capacité de prévision. Or, l'économie n'a jamais prédit les crises économiques. Nous savons qu'il va y avoir une crise financière. Laquelle, on ne peut pas dire. Quand, on ne peut pas dire. Quelle sera son importance, on ne peut pas le dire. Et quand elle arrivera, on nous dira qu'elle n'est pas grave, ce qui veut dire qu'elle est très grave. Ce qui veut dire qu'on ne la voit même pas arriver et qu'on ne sait pas ce dont il s'agit ni les conséquences. Donc on a ce paradoxe que, d'une part, celui qui parle et celui qui entend parlent de telle façon que celui qui entend peut prévoir ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'en fait il ne dit rien, et que ceux qui parlent avec autorité sont, contrairement à leurs revendications scientifiques, sont incapables de prédire ce dont il s'agit. Et la notion de crise est très intéressante. Nous en avons déjà parlé dans le passé. La notion de crise est une notion trompeuse, car nos crises sont justement pas des crises. Une crise, c'est une situation extrême qui ne peut pas durer et qui exige de prendre des décisions. Ce que nous appelons des crises aujourd'hui, ce sont des situations mauvaises qui durent très longtemps, face auxquelles personne n'est capable de prendre une décision. Donc, parler de telle façon qu'on peut toujours prévoir ce que vous dites, ça n'a donc aucun impact. Et quand l'expert parle, il parle de telle manière qu'il ne peut rien prévoir. La conséquence, c'est que nous faisons l'expérience qu'il n'y a pas d'actualité. Je sais que c'est paradoxal de dire ça, il n'y a pas d'actualité. Il y a de l'actualité, puisqu'il y a des journaux d'actualité, puisqu'il y a une presse qui commente l'actualité. Donc il y a de l'actualité. Mais le problème de l'actualité, c'est qu'elle doit être en acte. L'actualité, c'est ce qui est en acte aujourd'hui. Or, dans le commentaire qui nous présente l'actualité, il est extrêmement frappant de voir qu'on ne peut rien dire de ce qui se passe. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Bon,
Personne n'avait prévu le Brexit, personne ne sait ce que ça veut dire, et personne ne sait comment ça se continuera. Est-ce qu'il y a une guerre dans le Golfe Persique? Personne ne sait. Est-ce qu'il y a une guerre commerciale en ce moment transatlantique? Qui peut le dire? Et les dirigeants politiques qui sont aux manettes, eux-mêmes ne le savent pas. Et ils nous expliquent qu'il ne faut pas décider trop vite s'il y a une crise ou non. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'actualité. C'est l'expérience absolument extraordinaire que l'on fait quand on part quelque temps à l'étranger ou quand on tombe malade et que pendant quelques mois, on ne lit plus le journal et on ne voit plus les actualités télévisées. Quand on reprend le cours, rien ne s'est passé. C'est exactement comme avant. C'est-à-dire que le commentaire de la réalité continue à se déployer sans interruption. On ferme le robinet, il s'arrête. On ouvre le robinet, il recoule. Mais rien n'est arrivé. Il y a donc, en quelque manière, une détresse de la parole publique, en ce sens que nous parlons sans rien dire. Alors, une remarque, c'est pour ça que les idéologies sont toujours possibles. Car l'intérêt de l'idéologie, c'est que c'est un discours simplificateur qui peut toujours être prononcé précisément parce que l'auditeur sait d'avance ce qui va être dit et parce que l'auditeur et celui qui parle savent très bien que ce qu'ils disent n'a aucune prise sur le réel. C'est donc un schéma d'explication qui est tout-puissant et d'une validité universelle précisément parce qu'il ne dit rien. Donc si vous avez quelqu'un qui est un communiste fervent, un libéral ardu ou un souverainiste défensif et pour la clôture des frontières, etc., il peut toujours parler. Il peut toujours parler parce qu'il sait ce qu'il dit, même s'il ne sait pas ce que ça veut dire. Je veux dire, il sait ce qu'il dit, il peut le dire, même s'il ne s'est jamais intéressé à la question de savoir si ceci prend sur la réalité. Le discours idéologique, c'est ce qui vous dispense de la réalité. C'est donc évidemment la forme normale de la parole en temps de détresse. Et c'est pourquoi l'idéologie est le vrai rédacteur en chef de tous les médias. Les médias n'obéissent pas au rédacteur en chef et n'obéissent pas aux propriétaires et n'obéissent même pas à l'opinion dominante, puisque c'est eux qui la font, et l'obéit à la logique de l'idéologie. Le propre de l'idéologie, c'est qu'elle ne dit rien, donc elle n'est réfutable par rien, et donc elle peut dire qu'elle a toujours raison. Nous reviendrons là-dessus si vous voulez des exemples. Alors, la question devient pourquoi parle-t-on néanmoins sans rien dire et en un sens à condition de ne rien dire et pour ne rien dire? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ce que je viens de décrire est supposons que ce que je dis soit vrai. C'est tellement désastreux que, bien entendu, ça ne devrait pas continuer. Or, il est bien clair que non seulement ça continue, mais les moyens de diffusion et de production du discours qui ne veut rien dire et qui ne dit quelque chose qu'à condition de ne rien dire, ne fait que se développer. Alors pourquoi? Il y a sûrement une raison. Alors voici la raison, mais à partir de maintenant, ce n'est plus un observateur qui parle, je vais commencer à faire de la philosophie. C'est la philosophie qui me permet de comprendre pourquoi ça marche. Quand nous diffusons des nouvelles et quand nous les commentons, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons d'information. Qu'est-ce que c'est qu'une information? Une information, c'est un message qui a été formaté, qui a été mis en forme, qui a été formaté. Il doit être court, il doit être simple, il doit être le plus frappant possible. Il est donc formaté et donc on ne fait plus de conférences. Les militaires ont compris qu'il ne faut plus faire comme ça. On ne fait plus de conférences sans un PowerPoint. Et l'intérêt du PowerPoint, c'est qu'avant même qu'on ait commencé à commenter ce qui est affiché,
les gens voient les petits dessins élémentaires, ils ont compris tout de suite, ils s'endorment, vous pouvez dire quelque chose, de toute façon, ils ont déjà compris, et ce qu'ils ont compris est tellement simple qu'ils ont compris que c'était sans doute une question qui était déjà close. C'est-à-dire que le PowerPoint a cette fonction de faire que la manière dont on pose la question est si simpliste, et les éléments qui sont réunis pour poser la question sont si simplistes qu'on est sûr qu'ils masquent l'éventuelle possibilité d'une réponse. La réponse est contenue dans le point de départ, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. C'est cela l'information. L'information est une manière d'objectiver ce qu'il faudrait interpréter, de transformer en objet ce qui est une question. Et donc, un bon communicant est quelqu'un qui ne donne que des réponses qui ne disent rien. C'est jamais quelqu'un qui pose une question en disant « je ne suis pas sûr de la réponse ». Il donne la réponse dans le but de faire disparaître la question. Alors la communication, en fait, consiste à traiter les questions comme des objets. Alors je me permets d'insister encore une fois, je me répète, je le sais bien, mais c'est important, sur ce que c'est qu'un objet. Un objet, c'est ce qui reste d'une chose quand on la réduit à ce qu'on en comprend. Un objet, c'est ce qui reste d'une chose quand on la réduit à ce que l'on en comprend. Ceci, c'est de l'eau. L'eau peut être un objet si un chimiste en donne sa composition chimique, si un physicien explique pourquoi elle se réchauffe, d'où elle vient, comment elle a été filtrée, etc. Bon. Si un économiste, un administrateur vous dit comment elle a été amenée dans le robinet ou conditionnée, etc., et un commerçant vous dit son prix. Bon. À chaque fois, l'eau est immédiatement compréhensible comme un objet. Alors vous me direz, l'eau est un objet. Oui et non. Parce qu'il y a de l'eau, quand elle commence à couler, qui vient de nulle part, qui n'a été produite par personne et qui ne sert à rien. C'est au bout d'un certain temps qu'elle va devenir un objet avec un prix, une valeur, des propriétés éventuellement thérapeutiques, etc. En fait, l'eau, c'est beaucoup plus que ce que nous en savons. En fait, nous buvons de l'eau, non pas du tout parce que c'est l'objet de l'eau. Nous ne buvons jamais un objet. Pourquoi est-ce que nous buvons de l'eau ? Parce que comme je parle, ma bouche va s'assécher, il faut donc que je la... Bon, je bois de l'eau pour vivre, pour ne pas mourir. Mais ça, ce n'est pas un objet, puisque je suis incapable de dire d'ailleurs ce que veut dire ma vie. La chose la plus fondamentale pour nous, c'est de vivre. Aucun philosophe, depuis jamais, n'a été capable de donner une définition de la vie, ce qui est bon signe pour la vie. Donc la vie, c'est une pure chose, et ça n'est pas un objet. C'est pour ça qu'il y a une crise de la médecine. Parce que la médecine, elle veut transformer la santé en un objet, avec un coût de production, raisonnablement crédible, sérieux. Mais les gens, quand ils vont à l'hôpital, ce n'est pas un objet qu'ils veulent récupérer. C'est ce qu'ils ne comprennent pas de leur corps, c'est la santé, et la santé c'est un autre nom de la vie, c'est-à-dire quelque chose que l'on veut, à quoi on veut accéder parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne le maîtrise pas. Donc nous privilégions les objets. C'est pourquoi nous substituons au monde des choses un monde qui a des propriétés, une propriété extraordinaire, c'est qu'il est intelligible. L'objet est intelligible, la chose ne l'est pas. L'objet est intelligible parce que la définition de l'objet, c'est Descartes qui a inventé ça, consiste, au lieu de se demander qu'est-ce que c'est que l'eau, quelle est la nature de l'eau, ce à quoi on ne peut pas répondre, de se demander combien ça coûte, comment ça se transporte, quelle est sa composition chimique, est-ce qu'on peut faire de l'eau artificiellement, est-ce qu'on peut obtenir de l'eau douce avec de l'eau salée, etc. Ça, on peut répondre à cette question-là. Donc, nous avons tendance à transformer les choses en objets, en laissant de côté tout ce qui ne peut pas être objectivé, tout ce qui ne tombe pas sous nos paramètres, nos modes de calcul, nos modèles d'organisation des informations.
La conséquence, pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pour une raison évidente. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, la chose, nous ne savons pas ce que c'est, nous ne pouvons pas la maîtriser, et donc, elle nous inquiète. La chose nous inquiète. C'est d'ailleurs l'intérêt du mot « chose ». Quand est-ce qu'on emploie le mot « chose » ? Quand précisément il y a une réalité que nous ne comprenons pas, que nous ne contrôlons pas vraiment et qui nous inquiète. Il se passe des choses. Il y a des choses dont on ne parle pas. Il pense qu'à la chose. Mes choses, j'ai mis les choses en ordre. Il va falloir changer les choses. Etc. La chose, c'est ce que nous ne contrôlons pas. L'objet, c'est ce que nous contrôlons. Donc, nous avons tendance à transformer toute chose en un objet. Ce qui veut dire l'immatérialiser. L'immatérialiser. Car le propre de l'objet, c'est qu'il est un effort pour l'abstraire de la matière, c'est-à-dire de l'indétermination. Car la matière, ça n'est pas le substrat. La vraie matière, chez les Grecs, c'est le matériau en tant qu'il joue. Le bois joue. Et ule, en latin, silva, c'est justement le bois. Et le propre du bois, c'est qu'il travaille tout seul. Il joue. La porte qui était droite coince. Le bois va se tordre, va se sécher, va se briser, ou au contraire va se renforcer en séchant. C'est très compliqué le bois. Donc le bois joue. Il joue tout seul. Il ne nous demande pas les règles de son jeu. Il nous les lui impose. La matière joue. C'est pourquoi la matière a une partie liée avec la chose. La chose aussi, elle joue, et pas notre jeu. C'est pourquoi elle nous inquiète. Donc notre but, c'est de transformer le plus de choses possibles en objets, y compris la parole. Et notre parole est devenue une parole qui ne fonctionne que pour des objets. C'est d'ailleurs pourquoi l'objet est directement lié à la parole dans leur fonction commune qui est de faire vendre. La publicité, le discours publicitaire, qui, comme vous le savez, était un discours très particulier il y a 50 ans ou il y a 100 ans, et qui est devenu maintenant la règle du discours en général. L'information a les rites et les codes de la publicité. Le cinéma a maintenant les codes et les rites des films de publicité. La publicité est maintenant la vérité, par exemple, du monde de l'art. Le monde de l'art ne porte plus sur les objets d'art, comme on dit, mais porte sur la publicité qui transforme certaines choses en choses artistiques. Donc, une information doit être un objet, elle aussi. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit très bien dans une campagne présidentielle, c'est celui qui peut avoir une information qui a suffisamment le rôle d'un objet, c'est-à-dire on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on peut le montrer. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça fait de toute façon une impression sur le public. C'est celui qui dispose de l'information, c'est-à-dire d'un objet, qui va gagner. Non pas qu'il ait raison. Il n'y a aucune raison. Ça peut être une contre-vérité, ça peut être une vérité, mais sans qu'on en sache les tenants, les aboutissants. Le problème, c'est d'avoir un impact. Et l'impact de la parole est lié à l'objectivation, à la transformation de ce dont on parle en un objet de communication. Nous parlons pour nous assurer. Et d'ailleurs, parler, mais ça on le sait depuis très longtemps, parler c'est fondamentalement montrer son assurance. Parler en public, ce que je fais en ce moment, ça n'a de sens que si la manière dont je dis ce que je dis vous paraît suffisamment assurée pour vous rassurer au point de venir à penser qu'après tout, aussi paradoxal
que soit ce qu'il raconte, c'est peut-être pas faux. Et c'est ce que je cherche à faire, évidemment. Donc un professeur, il doit d'abord être suffisamment assuré pour rassurer. Si vous obtenez ça, les étudiants vont vous prendre au sérieux. Et il faut faire ça tout de suite, parce qu'ils ne pourront vérifier que ce que vous dites est vrai qu'au bout d'un certain temps. Alors il faut qu'ils restent là, qu'ils ne partent pas, et que vous les teniez. Mais cette exigence purement rhétorique, bien connue, qui n'a rien d'extraordinaire, montre que la parole est un moyen d'assurer parce qu'on se montre sûr et qu'on donne des assurances. Mon assurance consiste à donner des assurances à ceux qui écoutent. Donc on parle avec l'assurance d'avoir raison. Et bien entendu, ceci permet, quand on sait faire, d'avoir raison sans donner aucune raison, d'avoir donné sans avoir besoin de donner aucune raison. La parole devient à ce moment-là un pouvoir. Et c'est pourquoi la parole la plus efficace dans ces temps de détresse, c'est la parole qui clairement se dispense de donner des raisons, qui ne dit rien. Le commandement, l'injonction, l'exhortation, la menace sont la forme suprême de la parole en temps de détresse. Et un des signes de la détresse, c'est que nombreux sont les politiciens qui reviennent à cette forme de parole qui ne dit rien, qui ne donne aucune raison pour qu'on la prenne au sérieux et qui ne tient que sur le fait qu'elle va rassurer. Alors pour rassurer, il faut ne pas entrer dans les détails, ne prendre aucun risque de prédiction, finalement ne rien dire, que tout le monde s'y reconnaisse, c'est-à-dire de compenser le vide de ce que l'on dit par l'assurance avec laquelle on le dit. C'est ça le temps de détresse. Alors, que vient faire la philosophie dans cette affaire ? D'abord, la philosophie, elle peut, ce n'est pas la seule, mais elle est privilégiée pour faire le diagnostic que je viens de faire. C'est-à-dire que la philosophie voit ce qui se passe. Or, le but de ce qui se passe et de ce qui se dit, c'est qu'on ne voit pas comment ça marche. Ça va marcher aussi longtemps que les gens ne verront pas comment ça marche. Alors, on a de bons exemples, de bons contre-exemples, qui est quand même la chute de l'Empire soviétique. Et c'est sans doute ce qui se passera pour l'islam politique actuel. C'est-à-dire, il y a un moment où les mêmes gens qui ont marché lorsqu'on leur parlait pour ne rien dire en ne disant rien, avec une parole qui n'avait pas de contenu ni de raison et qui en faisait une force, une parole d'injonction, de commandement, d'exhortation, qui n'avait de compte à rendre à personne et qui mettait tout le monde au pas, en marche, en course. Il y a un moment où les gens comprennent cela. Et à ce moment-là, c'est ce qui a très bien été décrit par Solzhenitsyn, mais par beaucoup d'autres, à ce moment-là, sitôt que quelques-uns commencent à comprendre, à dire qu'ils ont compris et qu'ils ne marcheraient plus, qu'on peut les tuer mais qu'ils ne marcheront plus, à ce moment-là, ce type de parole-là disparaît. Alors vous me direz, ce n'est pas les philosophes qui font ça. Oui et non. Oui et non. Car des gens comme Patočka, comme Václav Havel, comme Solzhenitsyn, étaient tous des intellectuels qui savaient très bien décoder ce qui se passait, pour prendre ces exemples-ci. Et certains intellectuels musulmans sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils le disent, qu'ils le fassent comprendre. Ça, c'est un pas qui n'est pas encore franchi. Mais la philosophie a fait ça
c'est son acte de naissance, c'est Socrate. Socrate, c'était celui qui, sur les places publiques où on jouait aux boules en buvant du pastis à Athènes, allait voir les gens et leur disait Eutyphron, toi tu es un savant, tu gagnes ta vie en donnant des cours à Sciences Po, tu enseignes la vertu. Donc tu sais qu'on peut enseigner la vertu, et donc tu sais ce que c'est que la vertu. Alors Eutyphron lui a dit, mais oui mon brave, je gagne ma vie et bien en enseignant les sciences politiques à Sciences Po, et je peux te dire que je sais ce que c'est. La preuve, on me paie pour ça. La réponse est très forte. Alors Socrate lui disait, explique-moi ce que c'est, comment tu enseignes la vertu, qu'est-ce que c'est que la vertu. Et au bout de 30 pages de dialogue, Eutyphron est couvert de ridicule, il ne sait pas ce qu'il dit, il se contredit, il se fait avoir complètement, et à la fin, il ne reste plus rien d'Eutyphron. Alors Socrate a fait ça pendant quelques années. Au bout d'un certain temps, le public s'est énervé, et comme pour Jésus, on lui a réglé son compte. Le rapprochement Jésus dans les paraboles ou dans les discussions avec les pharisiens, avec Socrate, je ne fais pas par hasard, car c'est justement un des arguments que prenaient les chrétiens des premiers siècles pour expliquer que l'homme qui dit la vérité doit mourir et que ce qui est arrivé au Christ n'était pas sans analogie à ce qui est arrivé à Socrate. Parce que quand vous déconstruisez le modèle reçu par tous, et qui donc bénéficie à tous, qui maintient l'ordre établi, c'est-à-dire de la parole qui ne dit rien et qui ne prévoit rien et qui est puissante précisément parce qu'elle ne dit rien et ne prévoit rien, quand vous dites cela, vous mettez en cause les fondements de la cité. Et si aujourd'hui les fondements de la cité sont en cause, c'est précisément parce que nous sommes dans cette situation-là. Alors, il ne faut pas s'étonner que ceux qui voient la détresse soient minoritaires et mal vus. Non seulement parce que celui qui annonce les mauvaises nouvelles est toujours mal reçu, non seulement parce que celui qui est minoritaire est forcément pas dans la majorité, mais parce que la vérité est toujours difficile. Donc nous sommes dans cette situation où la philosophie consiste à défaire l'assurance de la parole commune qui ne dit rien. Pour ce faire, la philosophie utilise des arguments que l'on connaît, le paradoxe, l'ironie et le doute, qui sont des actes intellectuels fondamentaux qui sont tous négatifs, mais dont la positivité ne doit quand même échapper à personne. Remarquez que dans le discours que nous entendons, ce qui est très frappant, il n'y a pas d'ironie, il n'y a que des ricanements, ce qui est le contraire de l'ironie, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a que des platitudes et des lieux communs qui sont censés être des vérités éternelles, et il n'y a évidemment jamais de doute. Jamais de doute. Donc réintroduire du doute, Descartes, de l'ironie, Socrate, Kierkegaard, du paradoxe, le Christ, tous les grands théologiens et tous les grands philosophes ont manié le paradoxe, est un acte de santé oratoire. Ne parlez jamais sans doute ou ironie ou paradoxe. Quand vous avez quelque chose d'important à dire, c'est toujours comme ça que vous pourrez le dire. Sinon, vous ne dites rien. Parce que sinon, celui qui vous écoute saura d'avance ce que vous allez dire, du moins le croira, ce qui revient au même, et de toute façon, il n'entend pas qu'on lui dise quelque chose. Il veut garder ses assurances. Donc, si vous voulez le désassurer, l'inquiéter, il faut justement parler par le doute, l'ironie et le paradoxe. Alors, comment positivement pouvons-nous dire quelque chose? Et à propos de quoi? Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de réponses.
dans mon propre travail philosophique, j'ai construit la notion de certitude négative. Il y a des choses qui sont certaines et incompréhensibles et qui sont certaines en tant qu'elles restent incompréhensibles. Par exemple, ma naissance, qui m'est totalement incompréhensible, que je ne connaîtrai jamais et que d'ailleurs sans doute personne n'a vraiment connu, qui m'a fait passer d'un état où j'étais vivant mais je croyais que j'étais mort, je croyais rien du tout, à un état où je suis devenu moi-même alors que j'étais déjà là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et donc ma mort est une certitude négative aussi. Je vais mourir, je ne sais absolument pas quand, ni dans quelles conditions, ni ce qu'il m'attend, à supposer que quelque chose m'attende. Et l'attitude intelligente, c'est d'accepter cette certitude dans la compréhensibilité fondamentale. Quiconque essaie de comprendre va délirer. Le transhumanisme, la réincarnation, imaginer comment c'est si les limbes sont confortables, le purgatoire, les conditions de l'enfer, la géographie du paradis, etc. Bon. Seul celui qui accepte le poids de l'incompréhensible est rationnel vis-à-vis d'une certitude négative. Alors il y a un autre concept que j'avais, je crois, développé, que je vous avais infligé il y a quelques années, c'était le concept de phénomène saturé. C'est-à-dire un phénomène qui est absolument certain, qui crève les yeux, dont le degré de confirmation intuitive est extrême et dépasse tout ce qu'on pouvait attendre. Un tsunami est une bonne métaphore pour le phénomène saturé. Un phénomène saturé, c'est un tsunami d'intuition qui fait qu'on n'a aucun doute sur qu'il se passe quelque chose. Le problème du phénomène saturé, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas les concepts, du moins immédiatement, le ou les concepts adéquats pour en faire l'interprétation correcte. La situation, donc, est « il m'est arrivé quelque chose de si important que je ne peux dire que deux phrases. Un, ça m'est arrivé indiscutablement. Deux, je ne sais pas ce que c'est. » Alors c'est là que les objets disparaissent et que les choses reprennent la parole. Le phénomène saturé, comme la certitude négative, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. À propos de l'objet, on peut toujours dire « ça me plaît, je le consomme » ou « ça ne me dit rien, je ne le consomme pas ». Le phénomène saturé ou la certitude négative, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors je voudrais prendre, et ce sera mon dernier point, la question de l'événement, qui est dans ce que j'essaie de construire un cas particulier et privilégié du phénomène saturé. L'événement, qu'est-ce que c'est que l'événement? L'événement, c'est ce qui ne passe pas. Enfin, non, c'est justement, l'événement, c'est le fait que quelque chose s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont ici ont passé une journée où il ne s'est rien passé. Je vous le souhaite, c'est plus confortable. Bon, il s'est passé les choses qui se passent tous les jours. Vous êtes réveillé, vous avez fait du jardinage, vous avez fait des courses, vous avez reçu des amis, vous avez fait la cuisine, vous avez regardé le Tour de France, vous avez peut-être fait des visites, vous avez peut-être même travaillé. Mais je veux dire, rien d'extraordinaire. En ce sens, la journée s'est bien passée parce qu'il ne s'est rien passé. Bon, ce qui est la définition de la quotidienneté. Donc, la journée s'est passée, il ne s'est rien passé, tout va bien. L'événement, c'est quand il se passe quelque chose. Alors, le propre de l'événement quand il se passe quelque chose
c'est qu'il a des caractères exactement opposés à celui de l'objet. D'abord, l'événement est imprévisible. L'objet, il est toujours prévisible, puisqu'on essaie d'en faire un modèle, des mesures, des plans, des épures, pour en connaître la structure. Donc, il est toujours prévu. Il est vu et il est prévu. Il est prévu en ce sens que la plupart du temps, l'objet est étudié, conçu, avant que d'être produit. Donc, il est pré-produit, si je puis dire. Il est produit dans son plan avant d'être produit, effectivement, dans sa matière, dans son matériau. Donc, l'objet est toujours prévu. L'événement, c'est qu'il n'est pas prévu. Alors, c'est très curieux parce que quelquefois, on attend l'événement, on sait que ça va se passer, ça peut se déclencher très, très rapidement. La guerre de 14, c'est en août, ça s'est fait en 3 semaines. 1 mois et demi avant, le président Poincaré était reçu par une grande fête à l'ambassade d'Allemagne et tout le monde s'était embrassé en buvant du champagne. Donc, ça s'est passé très vite. La guerre de 40, il a fallu le temps de la drôle de guerre. En fait, c'était commencé depuis Munich. Tout le monde savait qu'il y aurait la guerre. Tout le monde disait, d'accord, mais pas maintenant, ça va attendre, on va s'arranger, etc. Donc, néanmoins, c'est bien qu'attendu, éventuellement, l'événement est toujours imprévisible, comme la mort, attendu, imprévisible. Deuxièmement, il y a une chose extraordinaire dans l'événement, et c'est pour ça qu'il y a des historiens, on ne sait pas quelle est la cause de l'événement. Pas seulement les événements de catastrophes naturelles, les volcans, les tsunamis, etc. On va chercher, on va trouver qu'il y a une plaque terrestre qui a bougé contre une autre plaque terrestre, et puis bon, c'est peut-être pour ça que, etc. Bon, enfin, ça, c'est pas une cause, c'est une explication rétrospective faite par des spécialistes qui n'est pas certaine et qui prend beaucoup de temps et qui, de toute façon, ne change rien sur le pouvoir que nous avons d'éviter l'événement. L'événement n'a pas de cause. Comme le dit très bien comme disait très bien François Furet au début de son livre L'avenir d'une illusion, non, le passé d'une illusion, il disait « Aucun historien sérieux ne peut prétendre connaître les causes de la guerre de 1914 ». Quelqu'un qui vous dit « Je connais la cause de la guerre de 1914 », vous savez que ce n'est pas un historien sérieux. C'est un idéologue d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est un raconteur d'histoire, une espèce d'historien amateur qui a la solution à tous les mystères et qui explique ça en 52 minutes sur la chaîne 24. Bon, mais vous savez bien que ce n'est pas un historien. Donc, l'événement n'a pas de cause. Et l'événement, sa troisième caractéristique, c'est qu'il ne peut pas être reproduit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas l'étudier. On peut l'interpréter, et l'interpréter indéfiniment. Et les historiens sont là pour faire ce travail. On peut s'en faire l'écho. Et c'est pourquoi ceux qui comprennent le mieux les événements, c'est souvent les écrivains, qui en tirent quelque chose que personne n'avait vu sur le moment et qui en est la vérité. Napoléon, finalement, c'est Hugo et Chateaubriand. Et un peu Stendhal. Sans Hugo, Chateaubriand et Stendhal, les historiens n'auraient jamais pu nous faire vivre le mythe de Napoléon, qui a été un mythe, qui a été qui a touché quelque chose de très profond de la France, pour son malheur ou pour son bonheur, c'est pas la question. La guerre de 14, finalement, c'est mieux expliqué dans La Recherche du temps perdu que dans les romans, dans les croix de bois d'Orgelès. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon. Donc, l'événement n'est pas reproductible, il n'est donc pas vérifiable, il n'est pas explicable, il est interprétable. C'est-à-dire que l'événement surgit de nulle part. Il n'a pas de cause, c'est-à-dire qu'il n'est pas conforme à la définition de l'objet dans la métaphysique classique, à savoir que tout objet a une cause ou une raison pour laquelle il est comme il est. Donc l'événement n'est pas un objet. Et l'événement est toujours en attente d'interprétation sans qu'il puisse être reproduit. C'est-à-dire que l'événement
s'impose sans composer avec nous. Je veux dire, il s'impose sans satisfaire à la condition habituelle des choses que nous admettons dans notre expérience, à savoir que nous puissions les comprendre. Car nous sommes environnés, tous, et nous veillons à être environnés par des objets qui ont l'immense avantage que je peux les comprendre, les produire, ou les faire produire, les reproduire quand ils sont fatigués, et toujours les maîtriser. L'événement, c'est l'exact opposé de cela. Et c'est pourquoi une maison n'est pas un événement. Remarquez. Parce qu'une maison reste incontrôlable. Dedans, il y a des objets. Il y a des machines à laver la vaisselle qui tombent en panne et qu'on peut changer. Il y a des voitures qui tombent en panne qu'on peut changer. Mais la maison, on peut en construire une autre, on peut passer son temps à l'entretenir, on n'est jamais certain qu'elle ne vous fera pas un coup par derrière totalement imprévu. Donc la maison n'est pas un objet. C'est pourquoi habiter est plus proche d'un événement. Vous me direz, ça dure très longtemps. Oui, mais l'événement aussi dure très longtemps. Car c'est une autre caractéristique de l'événement, c'est qu'il n'est pas dans le temps et qu'il n'est pas dans l'espace. L'événement n'est pas dans le temps. Parce qu'il est arrivé sans condition de possibilité. Alors bien entendu, on peut découvrir après coup que tout était réuni pour que ça se produise comme ça. Mais enfin, simplement, aucun prévisionniste ne savait que ça allait se passer comme ça. Donc, il est en un sens hors du temps et il arrive quand il veut. Il est hors du passé. Il va occuper le futur, l'avenir, car l'événement ne passe pas. L'événement passe son temps à envahir la mémoire de ceux qui ne l'ont pas éprouvé. C'est ça le paradoxe. Hein. Tous les types qui sont revenus des camps d'extermination disent « Je ne peux pas vous le décrire, d'abord vous n'êtes pas en état de le comprendre, moi-même je ne l'ai pas compris, et je ne l'ai pas compris puisque j'y ai survécu. » Donc, ce qui s'est passé dans l'événement ne l'ont vu que ceux qui ont vu l'événement à fond, c'est-à-dire ceux qui y sont morts. Et donc l'événement va subsister dans la mémoire de ceux qui ne l'ont pas vécu, ou des enfants. C'est pourquoi la Shoah, on en parle une génération après. Et c'est partout comme ça. Le mythe politique se fait toujours dans la génération d'après. Donc, le passé, l'avenir est envahi par l'événement, qui donc ne passe pas, et curieusement, il est envahi par ceux qui n'ont pas vécu, dans la mémoire de ceux qui n'ont pas vécu. Et c'est pour ça que nous avons des monuments aux morts. C'est pour ça que nous célébrons le réenterrement de Courbet à Ornans, après l'avoir caché et chassé. Bon. Donc l'événement, c'est notre avenir. Donc si vous voulez comprendre ce qui se passe en Europe en ce moment, ben, évidemment c'est la Première et la Seconde Guerre mondiale qui sont la grille. Donc si vous ne connaissez pas ça, ben, vous n'y comprenez rien. Vous me direz, mais enfin quand même, comment tout le monde connaît ça. Pas la majorité des hommes politiques. Pourquoi ? Parce que leur instruction leur vient de Sciences Po et de l'ENA. Tout le monde sait bien que ce n'est pas là qu'on apprend des choses. Alors, certains ont fait des vraies grandes écoles, où ils ont préparé ça en n'étant pas admis, comme l'actuel président. Il est déjà plus malin que les autres. Mais évidemment, il faudrait avoir lu des livres. Mais comme un ministre de la Culture disait que depuis qu'elle était ministre de la Culture, depuis 2 ans, elle n'avait pas lu un livre parce qu'elle était trop occupée. Alors, évidemment, si le ministre de la Culture ne lit pas de livre, eh bien, nous sommes dans une parole en temps de détresse. Donc, l'événement qui sort du passé sans jamais s'y être préparé, qui envahit l'avenir, même de ceux à qui il n'est pas arrivé, est aussi, il n'est pas dans le temps parce qu'il n'est pas au présent. Le propre de l'événement, c'est que personne ne le voit. C'est Peggy qui a expliqué ça très bien. Quand vous êtes au cœur d'un événement,
vous ne voyez rien. Alors, moi j'étais au cœur de petits événements, c'est vrai, on n'y voit rien. Du Tour de France à mai 68, quand on est dedans, on ne voit pas ce qui se passe. Et je suppose que si on était à Londres en juin 40, à Carlton Garden, on ne voyait rien parce qu'il n'y avait rien à voir. Donc, l'événement ne se voit pas au présent. En ce sens, il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans notre expérience subjective du temps, où il y a le passé, la mémoire et l'oubli, le présent, et puis l'espoir, le futur, l'avenir. Ça, c'est notre temps à nous. L'événement n'est pas dans ce temps-là. C'est nous qui sommes dans l'événement, c'est pas pareil. C'est pourquoi l'événement, qui est ce qui se passe, est justement ce qui ne passe pas. Tous les objets passent, l'événement ne passe pas. Non seulement au sens où on dit cette histoire-là, ça ne passe pas, mais l'événement ne passe pas. Nous passons à travers lui, mais lui ne passe pas. Et c'est la caractéristique de qu'est-ce que c'est qu'un événement, c'est pour ça que la révélation est un événement, c'est ce qui ne s'oublie pas. Il ne s'oublie pas, non pas parce que nous avons une mémoire suffisamment grande pour le conserver dans notre mémoire et le raviver. Ça, c'est une conséquence, simplement, facultative d'ailleurs. Mais parce qu'il ne cesse d'agir sur nous. Il est notre inconscient. Et deuxièmement, il y a une deuxième caractéristique de l'événement, c'est qu'il n'est pas dans l'espace. L'événement n'est pas dans l'espace, c'est l'espace qui est dans l'événement. Parce que l'espace n'est pas ce lieu indéfini, abstrait, géographique, des cartes ou des étoiles. L'espace, ça n'est pas le vide que nous n'occuperons jamais. Nous disons, tout est dans l'espace. Parce que pour nous, l'espace, c'est un objet. C'est-à-dire, l'espace, c'est les dimensions que je devine en regardant cette église, et il suffit que j'imagine de les prolonger à l'infini, j'ai l'espace. Donc tout est dans l'espace. Mais le véritable espace, c'est l'espace où j'habite. C'est l'espace où je suis. Où, de fait, c'est là que je me cogne ou que je tombe, c'est là que je fais des efforts, c'est là que je me repose, c'est là que je mange, c'est là que je m'assieds, c'est là que je me... etc., etc. C'est là le vrai espace. C'est les endroits où je suis. Et si possible, où je suis vraiment moi-même. Alors, cet espace-là, il est défini par quoi ? Il est défini par ce qu'est la maison, le village, la rue, la ville, qui le rendent possible et qui font son histoire. Cet espace-là, il me contient et il ne vient pas de moi. C'est intéressant l'espace, parce que l'espace, c'est ce qui... c'est à cause de l'espace que je parle. C'est à cause de l'espace que je parle. Parce que c'est l'espace qui me donne ma langue, qui n'est jamais une langue universelle, toujours une langue particulière, qui me donne mon accent, qui me donne les gens avec qui je vais parler, et donc qui vont m'apprendre à parler. Mon vocabulaire me vient de mon espace réel, de mon espace, de mon nouvelle, de mon environnement. Mon langage n'est pas le mien. Il est le langage que l'on parle autour de moi depuis le début. C'est pour ça que le premier langage, c'était la langue maternelle. Pourquoi la langue maternelle ? Parce que je l'ai entendu pendant 9 mois parler par ma mère. C'est pour ça que j'ai pris tout de suite l'accent. Donc mon langage
est pris dans cet espace réel. Donc mon langage n'est pas un objet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas apprendre une deuxième langue. Et ça, on le sait, surtout quand on parle d'autres langues que la sienne. C'est intéressant. C'est impossible. Moi, une partie de mon temps, je parle d'autres langues que le français. Eh bien, je sais, ça fait des années que c'est comme ça, je sais, tout va bien, bon, on s'entend, si je puis dire. Je peux enseigner. Mais je sais que je ne pourrai jamais parler ces langues. Parce que c'est trop tard. Il y en a une autre qui m'a fait avant. C'est-à-dire que c'est cet espace-là qui me détermine. Donc, et c'est là que faire de la philosophie explique, permet de comprendre, la détresse de la langue, la détresse de la parole publique que j'ai décrite, repose sur la dévastation de l'ensemble de la condition humaine par l'objectivation. Je ne suis pas le premier à le décrire, mais ce n'est pas un problème écologique, ce n'est pas un problème alimentaire et agraire, ce n'est pas un problème de conflits internationaux, c'est un problème dont tout ce que je viens d'énumérer ne sont que des symptômes. C'est le fait que nous substituions au monde des choses ce qui nous assure et rassure, c'est-à-dire le monde des objets, et qu'actuellement, nous sommes en train de pousser ce projet jusqu'à objectiver la langue, la parole. Et c'est pourquoi la parole ne dit rien. Alors, il n'y a nulle fatalité là-dedans, car les objets ne sont que des abstractions des choses. Et les choses, elles, continuent leur bonhomme de chemin. Mais c'est un chemin qui n'est pas maîtrisé par nous. Alors c'est ici d'ailleurs qu'on commence à voir, là je fais une conclusion qui sera plus théologique, le lien qu'il y a entre la création et la parole. C'est-à-dire que dire que les choses continuent leur chemin d'événement en événement et que nous ne contrôlons pas ces chemins, ces choses, c'est dire que le monde est créé. Alors la création, ça veut dire que ce n'est pas créé par nous. La création, ça veut dire que le monde n'est pas créé par nous et qu'il n'est donc pas objectivable. Et donc, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas créé par nous ? Parce qu'il est créé par ceux-là qui ne parlent pas par objet, pour des objets et afin de produire des objets. Notre parole en temps de détresse, mais c'est la parole. La parole crée les choses. Nous parlons en fabriquant des objets et notre parole elle-même n'est plus apte qu'à l'objectivation. Alors cet écart-là, c'est sans doute c'est sans doute une des manières de décrire la situation dans laquelle nous sommes. La philosophie, ça sert à ça. Enfin, quand elle est bien faite. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, Monsieur Marion, pour votre exposé. J'aurais deux questions, finalement assez simples. De tout ce que vous venez de dire, faut-il comprendre qu'il est impossible de comprendre le présent ? De comprendre ? De comprendre le présent. Le présent. Impossible de comprendre le présent. Et la deuxième question, que faire ? Comment agir
ici et maintenant si décidément ce qui se passe ici et maintenant, nous ne le comprenons pas? Est-ce que nous sommes condamnés à agir à tâtons ou en se contentant d'une morale provisoire, sans jamais vraiment savoir ce que l'on fait, puisque nous ne savons même pas ce qui se passe? Alors, pour la question du présent, nous ne savons pas ce qu'est le présent, c'est peu dire. C'est une des apories de la métaphysique classique que le présent, c'est vrai dès Aristote, le présent, c'est l'instant, et le propre de l'instant, c'est qu'il ne dure pas. Donc on peut dire que la rationalisation du temps est peut-être, comme disait Bergson à propos d'Aristote, justement la spatialisation dans l'interprétation du temps, qui veut le réduire à une section de la flèche du temps, est obligé finalement de décomposer cette section à l'infini, comme l'a très bien expliqué saint Augustin au livre 11 des Confessions. Le temps se divise en sections qui elles-mêmes arrivent à l'atome de temps, qui est le présent, qui a comme caractéristique de n'être pas présent. Alors ça, la philosophie le sait, et c'est très difficile de penser le présent comme tel. Ce qu'on a fait de mieux en philosophie, c'est de dire que le présent, c'est l'anticipation de l'avenir par protension et le retard, la garde du passé par rétention ou serle, avec la version de Heidegger dans Rétrétant. Moi, je pense que la seule manière de penser le présent, c'est de le penser théologiquement, c'est-à-dire dans un rapport d'appel et de réponse ou de don et de réception. Le présent, c'est le temps requis pour qu'un appel reçoive une réponse ou qu'un don soit reçu. Alors là, il y a un temps qui dure autant qu'il est nécessaire pour accomplir ce cercle. Mais ça, c'est une réponse théologique. Alors, deuxième question, est-ce que nous sommes condamnés à ne rien faire? Non. Nous sommes condamnés ou bien à parler à condition de ne rien dire, de ne rien prévoir et de ne rien voir, ou bien nous sommes condamnés à parler pour voir, comme on dit au poker. Et c'est ce que je disais sur Socrate, les philosophes et Jésus. Nous devons déchirer le voile pesant, résistant, blindé des objets dans notre manière de vivre. Vous remarquerez d'ailleurs que quand on a quelque chose d'important à dire à quelqu'un, on ne lui parle jamais autrement que par paradoxe, doute et interrogation, ironie ou allusion, etc. On ne dit jamais les choses de but en blanc. Pas parce qu'on manque de courage, mais parce que les choses ne sont pas des informations. Les choses ne sont pas objets d'information. Bonne formule. Les choses ne sont pas objets d'information. Et quand vous parlez à quelqu'un de choses sérieuses, pour lui dire qu'il déconne, vous le haïssez, vous l'aimez, des choses pénibles à dire de toute façon, à ce moment-là, vous ne lui parlez de rien. Vous ne lui parlez d'aucun objet. Parce que le vrai langage, le vrai usage de la parole, ça ne consiste pas à dire quelque chose de quelque chose. Ça consiste à s'adresser à quelqu'un. Et
moins on parle d'autre chose quand on s'adresse à quelqu'un, plus on parle avec ce quelqu'un. Donc, quand on parle avec quelqu'un, on ne parle d'aucun objet. Sitôt qu'on se met à parler de l'actualité, c'est qu'on a décidé de ne pas en dire plus. Mais si on veut en dire plus, il ne faut surtout pas ne parler des informations. C'est pourquoi le silence peut parler, dans certains cas. Et que parler de beaucoup de choses, c'est une manière de ne pas parler. Donc il y a, je veux dire, ce qui tue la parole dans ces jours de détresse, dans ces temps de détresse, c'est une certaine manière de parler. Et la chose fondamentale que nous avons à faire, c'est de ne pas accepter cette manière de parler. Voilà. Et c'est pour ça que... et savoir qu'on peut parler autrement. Vous savez, le premier homme politique européen qui sera capable de parler autrement, il ramassera la mise. Mais on peut être tranquille, vu la façon dont ils sont formés, c'est pas de mal la veille.